Bonsoir à tous et merci d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Justine nous a montré quels étaient les défis pour lutter contre les cancers infiltrants et je vais essayer de vous présenter des pistes d'amélioration que nous devrions mettre en place au niveau du programme pour les éviter. Rappelez-vous, 51% des cancers sont liés à un dépistage irrégulier. Et les 6% où on n'a pas d'antécédents dans la base, une grande partie sont sans doute dues à une absence totale de dépistage. Il reste ensuite 30% de cancers d'intervalle et 13% qui sont contemporains d'une prise en charge non conforme. Les cancers liés à un dépistage irrégulier sont les plus nombreux et ont le plus mauvais pronostic. C'est donc contre eux qu'il faut d'abord lutter. Comment faire pour avoir une meilleure participation au dépistage? D'abord, il faut qu'on améliore cette stratégie d'invitation, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de femmes n'avaient pas eu un cycle d'invitation-relance tous les 3 ans. Depuis la régionalisation, on n'invite plus par tranche d'âge exclusive pour que les femmes n'attendent pas 5 ans leur invitation. Avant, on s'arrêtait, on faisait 50, 65 ans, puis après on recommençait à 49, et la personne qui avait 50 ans, elle devait attendre 2 ans si jamais elle devait avoir du retard au dépistage. Ensuite, il faut aussi diversifier les offres de prélèvement. On se rend compte au moment des invitations et des retours postaux que les femmes parfois ne reçoivent pas de rendez-vous quand elles téléphonent dans les cabinets. On leur dit qu'on ne prend plus de nouvelles patientes. Alors c'est le cas pour les gynécologues. Heureusement maintenant les sages-femmes font beaucoup de suivi gynécologique et elles absorbent une partie des patientes, mais ce n'est pas le cas partout. Et il y a quand même des départements où la démographie médicale est encore plus atteinte, disons. Et peut-être qu'il faudra qu'on mette en place des études pour voir avec les pharmaciens biologistes à ce qu'ils obtiennent une dérogation pour faire des prélèvements. Ensuite, il faut lutter contre les inégalités de dépistage. C'est d'ailleurs pour les 3 dépistages organisés une de nos missions au CRCDC. Pour le cancer du col, la première cause de non-dépistage, c'est l'âge. Et là, ce sont les médecins généralistes, médecins traitants qui vont pouvoir nous aider, parce que si les femmes arrêtent leur dépistage à la ménopause, elles ont quand même 15 ans où elles risquent de faire des lésions précancéreuses qui peuvent même devenir des cancers. Donc, et c'est seulement les médecins qui ne font pas le suivi gynécologique peut-être qui pourront leur rappeler que c'est important de le faire ou leur proposer carrément de réaliser le frottis. Les femmes en situation de handicap sont également moins bien dépistées. Certaines sont effectivement trop handicapées pour avoir des rapports sexuels, mais actuellement, par exemple, les trisomiques vivent plus longtemps et ont des vies sexuelles tout à fait normales. Malheureusement, leurs tuteurs, qui sont parfois leurs parents, les considèrent parfois comme des enfants et il faut leur rappeler que le dépistage est important. La précarité socio-économique est une des raisons majeures de non-dépistage. Elle peut être associée à une difficulté d'accès aux soins si en plus la personne n'ayant pas de voiture doit aller très loin pour se faire dépister. Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être aller vers ces femmes-là pour leur rendre important le dépistage, alors qu'elles ont déjà d'autres préoccupations qui sont parfois celles de donner à manger à leurs enfants. Mais ces enfants ont besoin d'une mère en bonne santé s'ils veulent pouvoir continuer à vivre normalement. Alors, l'autoprélèvement sera peut-être un bon moyen de lutter contre l'insuffisance de dépistage, puisque les femmes qui ont peur d'effectuer un examen gynécologique feront peut-être plus volontiers un prélèvement à domicile. En même temps, ça enlèvera le prix de la consultation. Sinon,
pour lutter contre les cancers de l'intervalle, on a déjà le nouveau test, le test de dépistage HPV, qui a l'avantage d'être plus sensible et donc de moins nécessiter et aussi de moins nécessiter une intervention humaine. Donc il aura certainement moins de faux négatifs avec ce test-là. Pour autant, il nous paraît intéressant de continuer, et peut-être dans toute la région, les séances de relecture de l'âme après frottis normaux, puisque les jeunes femmes seront toujours dépistées par cytologie, et que ça permet de voir dans quelles circonstances on a ces faux négatifs. Surtout que vous avez entendu, la moitié étaient vraiment des frottis à la relecture qualifiés de haut grade, donc vraiment des vrais faux négatifs. Les deux circonstances que nous ont rapportées les anatomo-cytopathologistes en Alsace, c'est soit la personne qui lisait les frottis a été dérangée pendant son interprétation et elle a cru avoir lu une lame, et comme le diagnostic n'était pas marqué et que la plupart sont normales, elle aura mis frottis normal, ou alors ce sont des cas où les cellules anormales elles sont vraiment dans un coin de la lame. Alors c'est vrai qu'avec les systèmes d'auto-dépistage par ordinateur qui préparent les lames à regarder de manière plus importante, on aura aussi moins de ces cas-là. Alors, pour les prises en charge non conformes, on en avait de deux types. Les premiers, c'était les perdus de vue. Et là, le CRCDC pourra vous aider à lutter contre ces perdus de vue, puisque les adresses nous sont communiquées régulièrement par l'assurance maladie. Seulement, il faut que pour ça, on ait des résultats et que vous remplissiez correctement les questionnaires pour nous informer, comme le médecin avait informé pour le questionnaire que Justine vous a présenté, que la patiente vivait entre l'Arménie et le Bas-Rhin. Ensuite, la deuxième cause, c'est parfois le retard pour la biopsie. Et nous avons été informés qu'un certain nombre de femmes, surtout celles suivies par des sages-femmes, avaient du mal, quand le frottis était positif ou le test HPV était positif, à obtenir une colposcopie, un rendez-vous. Donc là encore, c'est un peu dommage, et de retarder la biopsie pour cela. C'est vrai que le colposcopiste a plus intérêt à faire du diagnostic et à traiter des lésions que de faire du dépistage. Mais l'association entre les deux professions doit être bien réalisée. Voilà, après ces deux exposés, on part chacun avec une jolie liste de choses que l'on pourrait améliorer. Mais je voudrais donc, avant de vous laisser, vous dire merci à vous tous, aux professionnels de santé qui s'impliquent dans le dépistage et à toutes les équipes qui ont préparé le webinaire.